Bonjour, bienvenue sur Vision Dynamique. Peut-être que certains d'entre vous ont vu une vidéo de présentation de Emmanuel Clot que nous avons fait il y a quelques temps. Et je voudrais continuer à parler avec lui d'une de ses branches qui est l'accompagnement du chercheur d'emploi. C'est ça. Voilà, Emmanuel. Donc voilà, il faut... j'aime pas la définition du demandeur d'emploi. Oui. Je demande Quémander. Donne-moi le travail. C'est ça. Je le mérite. S'il vous plaît, donnez-moi un travail. D'ailleurs, le demandeur d'emploi, si on reste dans cette posture-là, on a tendance à être un quémandeur d'emploi, effectivement, et dans ces cas-là, ça va se ressentir dans la lettre de motivation, dans l'entretien. Il me faut à tout prix ce job. L'intention. Voilà. Et donc là, j'ai envie de dire, c'est pour des personnes qui sont en recherche d'emploi, on va dire le joli mot qui est chômage, mais pas que, il y a aussi des personnes qui recherchent un emploi, qui sont en emploi, et qui souvent s'enferment dans cette notion de se dire, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Donc l'idée, c'est encore une fois, c'est de partir de soi, se regarder, oser accepter que on ait des passions et des attirances pour des choses, et puis vraiment aller en profondeur, et puis aller voir qu'est-ce que je peux en faire. Aujourd'hui, on a quand même accès au savoir, qui qu'on soit, où qu'on soit, ça reste quelque chose d'accessible à tous, beaucoup plus facilement qu'il y a 10 ans, 20 ans. Tu parles le fait de chercher un emploi, parce que grâce à Internet, ce genre de choses, tu parles de quoi? De s'intéresser. On est curieux, mais pas forcément la bonne curiosité. On a plutôt tendance à être curieux, intrusif, savoir un peu ce qui se passe chez l'autre. Chez l'autre. Voilà. Là, c'est la télé-réalité qui a créé ça, tu crois? Peut-être. Franchement, je pense qu'on est des voyeurs, surtout. Et du coup, on aime bien un peu savoir ce qui se passe chez l'autre. Et ça, c'est une curiosité qui donne un peu le côté, la mauvaise croyance que c'est pas bien d'être curieux. Avant de se remettre en question soi-même. Avant d'être curieux de ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, on a vraiment accès, et c'est ce qui crée aussi, tout ça, c'est du paradoxe. On est curieux, on peut être curieux de tout, on peut avoir accès à tout, mais en même temps, on a tendance à se restreindre. Ouais. Des vidéos sur les chats, par exemple. Ouais, peut-être. Mais puis, en tout cas, pour en revenir, pour le chercheur d'emploi, ça va être plutôt ça, fait une vraie recherche. Le nombre de personnes que j'ai accompagnées qui étaient donc chômeurs, et qui restaient vraiment fermés à 10-15 km autour de chez eux, de ce qu'il y a, puis de toute façon, je ne sais faire que ça. Ils sont pleins de certitudes. Et puis, ça, j'aime bien, mais il n'y a pas de boulot autour de ça. Et à chaque fois que je demandais, mais comment tu peux en être sûr? Je le sais. D'accord. Il n'y avait pas de réflexe derrière. Le fait pour aller rechercher un emploi, quand on veut se reconvertir, par exemple, renseignez-vous sur le job. Ça, c'est ça aussi. On a un réflexe, c'est qu'on a tellement peur d'être déçu qu'on ne va pas chercher l'info. Oui. Du coup, on va aller jusqu'au bout d'une action, on va penser à se former sans aller voir s'il y a du boulot. Ouais. J'aurais... Alors, je vais te dire quelque chose qui est peut-être polémique, tu me diras non, si jamais ça ne te plaît pas. J'ai même l'impression que des fois, dans les intentions de vote, il y a deux choses très, très complètement distantes. Il y a les personnes d'un côté qui estiment qu'on doit leur rechercher un travail. Par exemple, il n'y a plus de travail dans la sidérurgie, il n'y a plus de travail dans... C'est pas normal, je pense ça avec Trump, par exemple. On va recréer des emplois dans une branche qui n'existe plus, qui est morte. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui vont être clairement en recherche plutôt de progression et de se dire, là, on va faire en sorte de créer l'emploi à travers des nouveaux emplois, à travers de la formation. Et c'est carrément une différence de réflexion, de mentalité. C'est comme si je te dis, tiens, j'ai créé une tasse. C'est clair, ça tu l'as. Et je vais créer une tasse, tu l'as pas. Bien sûr, mais c'est les gens qui vont voter pour ces gens-là, ils pensent qu'on va leur recréer leur emploi. Voilà, c'est la promesse. C'est la promesse. Voilà, c'est une promesse. Promesse non tenue. Mais ouais, non, effectivement. Après, moi je pense qu'aujourd'hui, ce que tu disais au départ, c'est que on a beaucoup de personnes qui pensent que c'est le travail qui doit venir à eux, plutôt que d'aller chercher le travail. Et la notion de changement,
réapprendre. Réapprendre, ça fait chier. Quoi, il faut réapprendre? C'est même enfin, il y a des personnes qui pensent que c'est vraiment impossible, qui se mettent une barrière, une barrière. Mais c'est tellement associé. Alors là, c'est l'ancien décrocheur scolaire qui parle. C'est tellement associé l'apprentissage à l'école qui a été être assis sur la table, etc. Voilà. Ouais. Alors que si on s'arrête un tout petit peu, qu'on réfléchit, on n'a jamais autant appris que quand on était dans la vie. Et quelque part, si on réfléchit bien, on peut apprendre tous les jours. On peut vraiment apprendre tous les jours. J'aime bien faire, quand je suis avec mon fils, c'est le matin, lui dire qu'est-ce que tu vas faire pour être fier de toi aujourd'hui. Voilà. Et le soir, quand il se couche, c'est un petit jeu qu'on a mis en place, c'est de lui poser la question, alors qu'est-ce que tu as appris de nouveau aujourd'hui? Bon, il a 9 ans, j'ai envie de dire c'est assez facile pour lui de me dire ce qu'il a appris, mais là où il me surprend, c'est qu'il ne m'explique pas toujours ce qu'il a appris à l'école. Oui, ça peut être en cours de récréation, avec des élèves. Comportemental, souvent. Ben, j'ai appris que quand je faisais telle chose, derrière, je peux être je peux avoir une punition, du coup, ça, je vais peut-être le faire. Et dans tes coachings ou tes formations, comment tu mets ça en pratique? Tout simplement. Vraiment, l'idée pour moi, c'est, dans un premier temps, d'écouter la personne et de l'écouter quelque part dans ses doutes, dans ses peurs, des fois dans sa souffrance qu'elle se crée. Vraiment. Et l'idée, c'est de l'amener avec moi à prendre de la hauteur sur sa situation. J'ai un très bon exemple là-dessus. Alors, je fais mes coachings en marchant. Oui. Voilà. C'est important pour moi parce que j'avais découvert au tout début, donc il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé à travailler, où souvent on me disait bah oui mais tu fais comme les psys. Et je voulais vraiment dire non je suis pas un psy quoi. Et du coup on fait bah ouais mais en même temps ça a le même goût, ça a la même odeur, ça a la même forme. Donc t'étonnes pas. Donc j'ai fait non il faut que je le fasse autrement parce qu'en plus j'ai pas envie de le faire comme ça. Donc aujourd'hui, je le fais en marchant. Voilà. Dès que je peux le faire en face à face, on va faire un tour. J'habite dans une région, l'Oise, proche de Compiègne. Donc j'ai ce qu'il faut pour aller se balader. Et on se fait, voilà. Et en général, on se fait une balade d'1h30, 2 heures. Voilà, c'est très agréable à faire. Donc là, en l'occurrence, j'étais à Saint-Quentin, pour te dire, je me déplace. Et on se balade dans les rues de Saint-Quentin, on arrive, il y a un peu de circulation, il y a le petit feu rouge, le petit bonhomme est rouge, et ma cliente traverse. Je m'arrête, je la regarde traverser, je lui dis c'est rouge. Elle fait oh mais il n'y a pas de circulation, on peut. Ok, j'attends, le petit bonhomme passe au vert, je traverse et je vais la voir. On était en train de parler de responsabilité, c'était très intéressant. Et donc, voilà ce que je peux proposer, c'est que je la regarde. Je veux surtout pas essayer, d'être moralisateur. Voilà, je veux pas donner des leçons. Mais j'aime bien montrer par des cas concrets. La contradiction. À quoi ça amène. Donc, je lui ai demandé, est-ce que pour respecter une réglementation, il vous faut de la répression? Et puis, me dit, ben non, là en l'occurrence, pour l'instant, on n'est pas pénalisé quand on traverse alors que c'est rouge. Il me semble qu'en Allemagne, si. Et mais du coup, le jour où on vous dira, maintenant, quand on traverse et que le petit bonhomme est rouge, on peut être verbalisé. Je pense que vous serez la première à rouspéter, à dire tout ça parce que les gens respectent rien. Les gens, vous voyez là, les gens c'est vous. Ouais. Et là, elle a commencé à me dire oui, mais là, en fin de compte, elle me raconte l'histoire du pourquoi elle traverse, en fin de compte, une vraie bonne raison de traverser. Mais il n'y a pas de circulation, donc je peux le faire. Je lui dis oui, mais ça, ce sont des histoires que vous vous racontez pour vous donner bonne conscience. Il y a une réglementation, on la respecte, et du coup, on ne va pas être pénalisé. Si on ne la respecte pas, ça risque de tomber un jour. Pourquoi il y a j'arrête pas de voir sur Facebook plein de petits trucs. Ah, il y a encore des radars, encore plus de radars. Hein. Puis on pointe du doigt les radars. J'ai envie de dire, arrêtons-nous. Moi le premier.
est-ce que je respecte constamment la réglementation de la limitation de vitesse? Ben non, pas toujours. Bon, est-ce que j'ai causé un accident? Non, merci. Mais en fin de compte, je suis autant fautif que les autres parce que je ne respecte pas une réglementation de vie commune. Donc, ouais, c'est aussi de ma faute. Et c'est trop facile de dire. C'est ça. Parce qu'on parlait de faute, mais responsable. Non, mais justement. Alors, pourquoi je dis ma faute? Parce que mon fils, j'avais préparé justement une intervention sur la notion de responsabilité. Mon fils voit le slide responsabilité. Donc, mon fils, 9 ans. Après, ça veut dire quoi, responsabilité? J'ai trouvé ça intéressant. Si je réussissais à lui expliquer à lui, je pense que je pourrais l'expliquer à tout le monde. Et j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, écoute, c'est simple, Maël. La responsabilité, c'est de ta faute. Voilà. Si tu vas bien... Tu vas aussi fort que ça. Ouais. Si tu vas bien, c'est de ta faute. Si tu vas pas bien, c'est de ta faute. Tu vois? Et j'ai pris un stylo, je l'ai jeté par terre, je fais, vous les enfants, vous avez tendance à faire ça et dire, ah, c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès. Je fais, ben, tu sais, ben, dans le monde des adultes, ça arrive souvent aussi. On fait quelque chose et tout de suite, on va se dire, c'est pas de ma faute. Oui. Voilà. Et la part de responsabilité, alors, c'est fort, hein, mais la part de responsabilité, moi, je prône le 100% responsable. À partir du moment où tu comprends que tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie, parce qu'à un moment donné, tu as fait un choix, et que du coup, c'est quelque chose que il faut comprendre, qu'il y a la variable d'ajustement, tu peux changer régulièrement, mais justement, pour ça, il faut se remettre en question régulièrement. Donc, les clients qui vont venir vers toi, oui. ou avec lesquels tu aimes travailler sur ça, ce sont des clients qui se sentent ben voilà, qui ont besoin de 100% justement responsables de leur vie. Sinon, les autres, c'est pas la peine. Et alors, voilà. Ou alors, ils prennent conscience avec toi. Mais en tout cas, il faut qu'à un moment donné, ils aillent vers cette démarche de je suis responsable de mes actes, de ma vie et de ma recherche d'emploi. Voilà. En fin de compte, la responsabilité, c'est le pouvoir. Le pouvoir sur sa vie. Et quand je dis que je m'applique, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Oui. Vraiment. Et j'adore ce film qui est À la recherche du bonheur, où ça raconte l'histoire de Chris Garner, qui explique lors d'une interview dont je me sers quand je fais certaines interventions, où il explique que le jour où il s'est retrouvé dans ses toilettes de métro, à se regarder dans le miroir et à se dire comment j'ai fait pour en arriver là, et que là il a dit ben, c'est moi qui m'y suis mis. C'est le film avec Will Smith et son fils. Voilà, parce que j'étais pas sûre. C'est ça, et en fin de compte, c'est vraiment, j'adore parce que quelque part, c'est un gars qui a voulu faire, qui a voulu croire en ce qu'il pouvait faire, qui dans ses choix s'est planté à un moment donné, et s'est retrouvé à la rue avec son fils. C'est une histoire vraie. Et vraiment, et j'aime bien cette force quand il se dit, je suis dans le miroir, je me regarde, comment j'ai fait pour en arriver là, et que là, il ose se dire, ben, c'est toi qui t'y es mis tout seul. Toi qui t'y es mis tout seul. Et là, à partir du moment où il a compris qu'il était 100% de la merde dans laquelle il était, 100% responsable de ça, et ben, il s'est dit, ben, si je suis capable de ça, ça veut dire que je suis capable d'autre chose. De l'inverse, et de vivre quelque chose de mieux. Et de le faire vivre à mon fils. C'est ça. Qu'est-ce que... Ce sera ma dernière question sur ce sujet. Donc, comment tu vois justement... J'ai toujours cette dualité dans ma tête par rapport à quelqu'un justement qui mendie dans la rue, puisqu'on parle de recherche d'emploi, on peut être aussi en recherche d'argent. Comment tu le vis? Est-ce qu'il y a des moments où tu as envie de donner à quelqu'un dans la rue? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis c'est vraiment la personne qui est responsable? Le fait que je me retrouve confrontée à cette personne, c'est peut-être parce que moi je suis responsable de quelque chose, de me retrouver face à elle. Donc j'ai ma part de responsabilité, la loi de l'attraction. Donc comment tu le vis? Ben, j'ai évolué par rapport à ça. J'avais tendance... Surtout que tu t'es retrouvé toi-même à la rue, tu nous disais dans la précédente vidéo. C'est ça. Alors, comme je le disais, j'étais chez les amis. Donc j'étais... T'avais pas de domicile fixe. J'avais pas de domicile fixe, SDF, mais je n'ai pas dormi dans la rue. Comment aujourd'hui, mon regard a évolué. C'est-à-dire qu'au départ, je les voyais, j'avais pitié et j'avais envie de sauver. Oui. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai vécu une expérience où il y avait une personne qui était à l'entrée ou la sortie d'une boulangerie. Je rentre dans cette boulangerie, je m'achète la viennoiserie, et quand je suis rentré,
voilà, j'ai pensé à cette personne à la sortie. Je suis contre le fait de donner de l'argent. Par contre, je me suis dit, cette personne, voilà, moi je me fais un petit plaisir. Je vais lui donner un petit plaisir. Oui. Voilà. Et je ressors, je lui tends une viennoiserie, je ne sais plus ce que c'était. Elle m'a engueulé. Parce qu'elle voulait de l'argent. Voilà, pour me dire de quoi je me mêle, c'est pas de ça que je veux de l'argent, quoi. Je lui ai fait, je suis désolé, contre mes valeurs, je préfère vous donner à manger et un petit plaisir. Voilà. C'est même pas vous donner à manger, c'est vous faire un petit plaisir. Et il m'a pourri. Et il m'a pourri, du coup je me suis cassé. Et dans ma tête, hein, vraiment en moi, j'étais à fond dans le jugement et j'ai fait plus jamais, quoi. Mais c'était lui, c'était pas quelqu'un d'autre, voilà, c'était cette personne. Ouais, mais du coup, comme on a tendance, ça a rejailli sur les autres. Ouais. On a tendance à généraliser. Je fais, et je pense que beaucoup de personnes sont comme moi, je fais d'un cas précis une généralité. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, c'est que waouh, ça m'a mis en colère, et tout de suite je l'ai jugé, j'ai fait ouais, tout ce qu'il veut, de toute façon c'est picolé, il se déconnecte de sa réalité, c'est son problème, quoi. Et à partir de là, je suis devenu dur, j'ai même arrêté de regarder les personnes qui mendiaient, j'allais souvent sur Paris, pas ça qui manque, et voilà, plutôt de la colère ensuite. Et puis après, à force de travailler sur moi, sur ma notion de responsabilité et tout ça, j'avais plus de pitié, plus de colère, pas d'indifférence non plus, parce que maintenant je les regarde, je leur dis bonjour. Par contre, je suis prêt à discuter. Voilà. Mais après, ça fait partie de moi, de mes valeurs. C'est à partir du moment où tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Je sais que j'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes qui me disaient que c'était un véritable choix. Voilà, qui mendiaient, mais c'est parce qu'ils avaient envie de mendier. Pas parce qu'ils voulaient justement sortir un peu de cette notion de société, de faire tout comme tout le monde. Il y a des cultures où c'est très fort. Hein. Par exemple, en Inde, ça se fait à la fin de sa vie de mendier pendant un an, par exemple, chez les personnes assez âgées. De sortir du système et de s'éloigner de sa famille et de vivre de la générosité. Donc là, c'est aussi une culture très particulière. C'est ça. Qui n'existe pas chez nous. Enfin, c'est ça aussi. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont ça aussi dans leur manière de faire. Oui, peut-être. Enfin, là, en l'occurrence, c'est ça. Enfin, comme j'ai eu la chance un jour d'accompagner une dame qui avait décidé de se prostituer. Voilà, ça a été compliqué aussi pour moi au départ, de mon jugement et de passer à... Et en fin de compte, plus je m'intéresse à la personne qui est à l'opposé de moi, plus je rentre dans des mondes qui... Ça me fascine. Moi, j'aurais tendance à dire le mot valeur. C'est-à-dire, quelle est la valeur qu'on s'accorde? Quelqu'un qui va se prostituer, quelle valeur il s'accorde? Tu vois, dans le sens où, de toute façon, je ne sais faire que ça. Il peut y avoir ce côté-là aussi. Là, non. Donc, voilà. Vraiment. C'était dans son discours, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment pas ça. C'était justement cette notion de valeur. Écoute, je préfère vendre mon corps et être à l'aise avec ça. Donc, elle travaillait pour elle, qu'on soit bien d'accord. Hein, je ne veux pas tout mélanger non plus, mais elle travaillait pour elle, c'était son choix. Elle me disait, je préfère faire ça. Je me fais beaucoup plus d'argent à faire ça, et puis des fois même, j'arrive à me faire plaisir. Et plutôt que d'aller gratter à l'usine comme j'ai pu faire avant et où je gagnais une misère et c'était terrible pour elle, quoi. Elle avait bien conscience que c'était sur un temps parce que voilà parce que après elle allait être beaucoup moins attirante et attirer d'autres personnes peut-être et du coup voilà, c'était vraiment son choix de vie et c'est vrai que au départ ça a été compliqué pour moi à accueillir, à accepter. Puis en fin de compte, voilà, c'est vraiment des expériences de vie qui aujourd'hui, moi, me ramènent bien sur Terre. Et puis accepter l'autre dans sa différence, dans ses valeurs à elle. Et vraiment, après, justement, l'aider à mieux se regarder. C'est vraiment un métier passionnant. Et comme je dis, je juge. Je veux surtout pas dire que je ne juge pas. Oui, tu l'acceptes. Tu acceptes le fait que je juge, mais du coup, je ne m'arrête pas à mon jugement. Oui, voilà, c'est ça.
C'était une vidéo assez intéressante, dans le sens où on a quand même, on est parti du demandeur d'emploi, on a été au SDF à la prostitution, c'est assez étonnant. Donc on va faire une vidéo pas trop longue sur le sujet. Par contre, ça pourrait être intéressant si vous avez des commentaires à faire sur tout ce qu'on a raconté, pour nous poser des questions sur plus le métier vraiment de demandeur, de coach, de demandeur d'emploi ou de formateur de demandeur d'emploi à Emmanuel. Chercheur d'emploi. Excusez-moi, c'est vraiment ancré. Ouais, donc voilà, ce métier qui est dans l'accompagnement du chercheur d'emploi, du Sherlock Holmes d'emploi. Voilà, donc si vous avez la moindre question là-dessus, n'hésitez pas pour qu'on puisse y répondre. Avec plaisir. À bientôt sur une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les autres vidéos, à cliquer sur la petite cloche et à partager, à liker, etc. À très vite.